parole. Merci. Merci beaucoup, Maître Inker. Alors c'est vrai que dans certains dossiers que j'ai eu à connaître, on s'est aperçu avec les avocats qui avaient été formés là-dessus que la violence morale, elle se doublait aussi d'une violence financière. C'est-à-dire qu'il y avait l'un des membres du couple qui visait à appauvrir, à s'appauvrir apparemment, de façon à appauvrir son conjoint. C'est-à-dire, en fait, on arrivait à diminuer, à dissimuler ses ressources, voire même de temps en temps, dans certains dossiers, à organiser frauduleusement son insolvabilité pour tenter de donner le moins possible à son conjoint. Vous savez que Raymond Aron a dit que l'argent est la nerf de la guerre en matière économique et politique, mais l'argent, là aussi, en matière de crise du couple. C'est-à-dire c'est le nerf de la guerre dans une guerre qui ne dit pas son nom en matière du couple. Et souvent, l'un des membres du couple va tenter d'appauvrir son conjoint dans cette violence économique et morale. Alors, on l'a vu avec Maître Inker, c'est reconnu au plan européen, au plan international, ça commence à arriver timidement, mais il faut vraiment qu'on soit sensibilisé parce qu'on s'aperçoit que les professionnels du droit, on n'est pas toujours sensibilisés. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que depuis une dizaine d'années, depuis une quinzaine d'années, dans notre droit de la famille, on déjudiciarise beaucoup le droit de la famille. Vous savez que la dernière loi en date, c'est la loi J21, qui est très bien faite, qui prône le divorce par consentement mutuel contractuel. C'est-à-dire que les époux qui souhaitent divorcer ne passent plus devant un juge, mais ils ont chacun 2 avocats qui rédigent une convention qui va être déposée au rang des minutes d'un notaire et le divorce va être exécutoire ce jour-là. Donc il y a beaucoup de gens qui sont contents de cette loi parce qu'effectivement, on dit que c'est la contractualisation des rapports, c'est les gens qui mettent de leurs droits, mais il faut être très vigilant parce que quand on a affaire à des personnalités destructrices, ce genre de processus, de procédure, qui n'en est pas une en fait, est à proscrire parce que c'est une façon pour l'un de manipuler complètement l'autre. Donc tout ça, la contractualisation des rapports juridiques, c'est bien, mais pas dans les cadres de pervers narcissiques ou de pervers destructeurs. Donc ça, il faut être vigilant. Alors, je ne veux pas du tout avoir un discours féministe, mais les dernières études sont parues hier. En France, le patrimoine d'une femme est de 13% moins que celui d'un homme. J'invente rien, c'est un discours d'économiste du Monde d'hier, du 7 mars 2018. Souvent, les femmes travaillent à temps partiel quand elles travaillent. Donc du coup, leurs droits à la retraite seront moindres. Donc ça, lorsqu'on va faire une étude financière, il va falloir le serrer pour le montrer au magistrat. Et enfin, dans l'Union européenne, le salaire des femmes est de 16% moindre que celui des hommes, et en France, c'est 15%. Donc vous voyez, on est vraiment au milieu de l'Union européenne. Alors en fait, que dit la loi? N'en déplaise à Brassens, c'est quand même le mariage qui est une institution qui protège plus la personne vulnérable parce que la loi, elle prévoit quand même des garde-fous. On va voir quand même qu'il y a des moyens de la détourner, malheureusement, mais la loi prévoit les garde-fous. En revanche, quand on a affaire à un couple qui est en concubinage ou qui est simplement pacsé, le partenaire, il n'est absolument pas protégé. Pour le Pacs, on peut être un peu protégé pendant l'union, mais dès qu'elle est rompue, et on peut la rompre unilatéralement, il n'y a plus aucune protection pour le partenaire. Pour les enfants, c'est autre chose. Pour le partenaire, dès lors qu'on est pacsé. Donc c'est vraiment le mariage qui permet d'assurer une protection aux plus vulnérables. Alors, quand même dans le contrat de mariage, tout à l'heure, Maître Inker vous parlait de cet exemple de cet avocat, de ce monsieur, en fait, qui achetait des biens immobiliers, qui les revendait. Il y a quand même une disposition dans notre code civil, qui est une disposition de ce qu'on appelle le régime primaire. C'est-à-dire que, quel que soit le contrat de mariage, compris les époux, on doit avoir l'autorisation de son conjoint pour vendre le domicile conjugal. Donc ça, c'est déjà quand même quelque chose, parce qu'on ne peut pas... on ne peut pas contraindre le conjoint, même s'il n'est pas propriétaire de logement de la famille, à le vendre contre son gré. Sinon, il faut aller en justice. Donc, vous avez par exemple 2 époux séparés bien, le logement de la famille est au nom d'un seul des conjoints, il ne pourra pas le vendre pendant le mariage et jusqu'au jour du divorce, sans l'autorisation de son conjoint. Et puis, pendant le mariage, si l'un est en danger financièrement, s'il a le courage, il peut demander une contribution aux charges du mariage avant qu'une procédure ne se mette en route. Donc ça, c'est les garde-fous qui vont pouvoir être mis en œuvre vis-à-vis du conjoint. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand il y a un divorce? On s'aperçoit que, souvent, l'un des membres du couple, pourquoi pas voir les deux, va tenter de minorer son patrimoine pour moins avoir à partager. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, quand on n'a pas fait de contrat de mariage, on est marié sous le régime de la communauté. Sous ce régime,
avant de se marier, ça reste à soi. Tout ce qu'on reçoit de sa famille, ça reste à soi aussi. En revanche, tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on crée, notamment des sociétés, hein, eh bien c'est un pot commun. Ça veut dire que concrètement, quand on divorce, eh ben, on partage tout par moitié. Ça vaut aussi pour toutes les économies du couple. Or, en France, et c'était d'ailleurs pour protéger la femme, il y a toujours dans le régime primaire ce qu'on appelle une autonomie bancaire. C'est-à-dire que n'importe qui, d'un époux marié, peut aller à la banque et ouvrir un compte à son nom, même s'il est marié sans contrat, et il peut tirer librement, jusqu'à la limite de la provision, bien sûr. C'est-à-dire que le banquier n'a pas le droit de lui dire « Mais madame, vous êtes mariée, est-ce que votre époux est d'accord avec tous ces retraits que vous faites, puisque vous êtes en communauté ?» Mais ce qui se passe souvent, on le voit, c'est que dans les divorces, il y en a un qui va dissimuler ses avoirs bancaires. Hein, il y a un sondage, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis où il y a 15% des membres d'un couple qui ont révélé qu'ils dissimulaient des avoirs bancaires à leur conjoint, alors qu'ils n'étaient même pas en divorce. Alors c'est peut-être Yvonne sur tes conseils, peut-être celui qui fait sa petite pelote, je n'en sais rien, mais il n'y a aucune raison de penser que les Français sont beaucoup plus vertueux que les Américains. Donc en fait, dans les divorces, on planque, on cache, on dissimule. Lorsqu'on a une entreprise, on retient dès qu'on peut, quand on peut, on retient les factures, on dit maintenant en fait, je vais arrêter de travailler, j'ai le droit après tout, j'ai tellement travaillé, maintenant je vais m'arrêter un peu de travailler pour diminuer ses ressources. Hein. Alors, quels sont les moyens en fait qu'on peut mettre en œuvre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la procédure de divorce, le juge aux affaires familiales, il a la possibilité, mais faut-il encore que les avocats le demandent, parce que le juge, il ne va peut-être pas le faire spontanément, s'il peut le faire, de nommer ce qu'on appelle un professionnel qualifié, qui peut être un avocat, un spécialiste et un notaire. Et en fait, ce notaire, notamment, il va avoir pour mission de tenter de reconstituer le patrimoine, donc pas le patrimoine d'il y a 10 ans, le patrimoine actuel, hein, pour faire en sorte qu'il y ait une répartition équitable. Et lorsque les gens s'entendent et qu'ils vont voir le notaire, en fait, malheureusement, nous, on travaille, quand on n'est pas nommé par le juge, on travaille que sur les dires des gens. C'est-à-dire, les époux vous disent, on a ça et ça, moi, s'il dissimule, j'en sais rien. S'il y a un époux qui dissimule, tandis que lorsqu'il y a un expert notaire qui a été nommé par le juge, il dispose de possibilités d'investigation. Il peut notamment interroger ce qui s'appelle le fichier FICOBA. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est le fichier FICOBA? C'est un peu Big Brother vous regarde, pour ceux qui ont lu 1984 d'Orwell, c'est qu'au-delà d'Internet, on est quasiment tous fichés. C'est-à-dire, dès qu'on ouvre un compte en banque, l'administration des impôts le sait. Et donc FICOBA révèle tous les comptes bancaires détenus par un individu sur le territoire français. Alors j'ai envie de vous dire, c'est déjà bien, c'est pas exhaustif, puisque par exemple, on ne va pas connaître les assurances vie, on ne va pas connaître les sous-comptes, on ne va pas connaître les comptes courants d'associés, mais du moins, on a quand même un début de preuve. Donc moi, ce que je fais souvent quand je suis nommé expert, j'ai une petite technique, je dis, voilà, vous allez me remettre une déclaration sur l'honneur, je leur montre de loin FICOBA que j'ai pris soin de demander, vous allez me remettre cette déclaration sur l'honneur, et quand vous m'aurez remis votre déclaration sur l'honneur en disant j'ai tel et tel compte, et je certifie sur l'honneur de rien avoir d'autre, je remettrai à vos avocats respectifs ce fichier FICOBA. Comme ça, s'il y a une dissimulation, FICOBA le relèvera, parce que ce n'est pas anodin de mentir, ça peut, alors pas devant le notaire, mais ça peut être ultérieurement considéré comme une fraude au jugement, hein, voire un recel en matière de communauté. Et lorsqu'on a affaire à des gens manipulateurs et destructeurs, il faut en fait rationaliser le débat. C'est-à-dire que ce que nous permet le Code civil, c'est de dire, voilà, il y a des règles, il faut recadrer pour éviter que tout parte en fait en vrille. Hein. Donc ça, c'est très important parce qu'on a quand même un cadre. Alors maintenant, vous savez que le 21e siècle aussi, c'est le siècle des déplacements géographiques. C'est-à-dire que les Français ne restent plus dans leur village, ils se déplacent. 14% des divorces en France ont ce qui s'appelle un élément d'extranéité. Ça veut dire que les gens se déplacent, vont à l'étranger, ont des comptes à l'étranger. Donc ça, c'est difficile pour le juge et encore plus pour le notaire d'aller faire des investigations. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a des outils en matière européen et français qui nous permettent de faire des investigations. C'est-à-dire qu'il y a la Convention de l'Aide 1970, un règlement européen de 2001 qui permet, par l'avocat ou le notaire, de demander au juge
de faire des investigations. Et ça, on s'aperçoit, dans les affaires dans lesquelles je suis nommée par le juge, que les avocats anglo-saxons sont très familiarisés avec ces pratiques, parce que aux États-Unis, c'est la procédure de discovery, donc on s'échange les pièces. En France, c'est moins connu. Donc je m'aperçois que souvent les avocats ne connaissent pas ces procédures, que les magistrats sont parfois peu enclins à les mettre en œuvre, parce qu'on se dit c'est une matière privée et ça va faire des sous publics pour une matière privée, mais c'est aussi une façon de rétablir la loyauté des débats et de montrer que force doit rester à la loi. Alors, cela dit, vous savez, c'est ce que disait le doyen Carbonnier, qui était un des plus grands juristes. Il disait, le fait d'agiter une sanction fait qu'on n'a pas à s'en servir. C'est-à-dire que souvent, dans les divorces, quand on explique qu'il y a les moyens, et qu'on remet en plus une déclaration sur l'honneur, vous savez, c'est un peu comme un poker menteur. Les gens ont vécu ensemble, ils ne savent pas si l'autre n'est pas au courant. Donc il se dit, mince, si je plante mon compte à l'étranger, si je ne le révèle pas, et que l'autre le sorte devant le juge, j'aurai ma constitution de fraude au jugement ou de recel de communauté. La seule fois où je l'ai eu, moi, c'était très drôle, enfin, quoi que c'était pas drôle, mais il a été lourdement condamné, c'était un mafioso corse, revendiqué, qui me disait avec un accent savoureux, « Maître Cousigo, je sais ce que c'est que la déclaration sur l'honneur, moi je ne vous la ferai pas. » J'ai dit, mais c'est pas grave, monsieur. Le juge en tirera toutes les conséquences, parce qu'évidemment, la contrainte par corps n'existe plus en France, merci. Puis je n'aurais pas osé vis-à-vis d'un monsieur comme ça. Bon. Mais cela dit, effectivement, le juge en a tiré toutes les conséquences. Donc il y a quand même des outils, et je pense qu'il est utile de les mettre en œuvre pour qu'effectivement, essayer de faire en sorte que, eh bien, on puisse permettre de rétablir cette discordance et qui permette aux gens de se rétablir à la suite d'un divorce. Mais là encore, je vous dis, il faut vraiment être marié, parce que pour les concubins ou les pacsés, eh ben, il n'y a aucune de ces mesures. Merci Nathalie, c'était